François Bon, Lovecraft 1925, on est en 2025, et bien justement, on reprend là ces petits carnets dont Lovecraft se dotait rituellement. Là, chaque 1er janvier, c'est un petit outil extrêmement populaire, on en trouve plein sur eBay qui sont quasiment tous du même format. Celui de 1925 est exactement le même modèle que celui-ci, c'est rempli de petites cases où chaque jour, là, dans ces Lovecraft cases, ce qui s'est passé pour lui. Est-ce que c'est un aide-mémoire personnel ou est-ce que c'est pour l'aider dans ces longues lettres récapitulatives qu'il fait de façon hebdomadaire à ses deux vieilles tantes Lillian et Annie, restées à Providence et qui sont la totalité de sa famille. Petit récapitulatif, ça fait 2 ans qu'il fréquente, presque 3 ans, Sonia Green, une jeune femme dynamique qui a 4 ans de plus que lui, qui est née au-dessus de Kiev, en Ukraine, qui a suivi sa mère en exil. C'était une vie difficile. Elle a été mariée une première fois, elle a une grande fille de 20 ans. La relation avec Lovecraft est très positive d'ailleurs. Sonia est très impliquée aussi, c'est comme ça qu'ils se sont connus dans ce mouvement des United Amateurs, et c'est elle qui est maintenant la présidente de l'association pour New York, et Howard, directeur éditorial. Dans la lancée de ce mariage, investit toutes ses économies dans un autre rêve, une boutique de chapeaux de mode sur la prestigieuse 5e avenue à New York. Mais est-ce que le stress compte? Est-ce que, bon, en tout cas, c'est une période brutale et difficile pour sa santé. Elle doit partir un mois en sanatorium dans le New Jersey. On appellerait ça un burn-out aujourd'hui, je ne sais pas. C'est des crises gastriques, mais sa santé va en rester affectée. Donc, faillite pour le magasin, dans lequel Lovecraft s'était aussi beaucoup investi. Il avait aidé à monter les étagères et tout ça, faire la comptabilité, etc. Il retrouve un travail, mais c'est à Cincinnati, dans l'Ohio. Lovecraft refuse de l'accompagner. Lui, il accomplit quelque chose de si important pour lui, se retrouver dans la ville des villes, là où il y a toutes les possibilités, s'imagine-t-il, de devenir écrivain professionnel, en tout cas. En dehors de ça, la ligne qu'il fraye là dans l'imaginaire, pouvoir assurer la matérielle avec les boulots dévolus à ceux qui pratiquent la plume. Ça va être un des côtés passionnants de cette exploration de l'année New York. Donc ils ont laissé le bel appartement de Flatbush Avenue, Parkside Avenue, là, sur Flatbush. Lui, il a pris un petit studio justement là au 1er janvier, au 169 Clinton Street, et c'est là qu'on le suit tous les jours. Alors aujourd'hui, 15 janvier, vous connaissez la manip, ordinateur, et vous croyez que vous avez de la chance? Oui, je vous entends déjà. On n'a que 2 lignes et demie. Chouette, elle va être hyper courte la vidéo. Je peux déjà vous dire que c'est la première fois, là, depuis qu'on fait cette expérience, que j'envoie un PDF de 12 pages. Oh là là, pas de panique, pas de panique, pas de panique à bord, il y a des choses. Je vais m'en expliquer. Alors, pourquoi 2 lignes et demie font 12 pages? Bon, on commence doucement. Lunch, Belknap, ça veut dire qu'il va aller déjeuner chez ses amis Belknap Long. Ce sera une des rares fois d'ailleurs, lunch, dinner, supper. Il y a les 3 mots d'ailleurs par hasard sont sur une colonne verticale. C'est la première fois peut-être de toute la vie de Lovecraft où on le verra manger 3 fois dans la même journée, mais on ne sait pas quoi. Ensuite, Public Library Collection. Allez, là, c'est là où les lettres à la tante Liliane, qui font office aussi de journal, simplement, là, sur la dernière, c'était du 29 novembre, là, c'est dans celle récapitulative, elle est du 22 janvier, donc apparemment, il y a des courriers, là, qui se sont égarés. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'avec Frank Belknap, ils vont à la Public Library, vous savez, au coin de la 5e et de la 42e avenue, quelque chose comme notre Bibliothèque nationale. Et là, il y a une exposition de manuscrits d'écrivains. Et dans ces manuscrits et ces objets, il y aura en particulier une mèche de cheveux appartenant à Kierkegaard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 15 janvier,
Mercredi pour nous, jeudi pour eux. Les deux événements considérables vont être une mèche de cheveux, mais la mèche de cheveux de Keats, et une éléphante, oui, mais une éléphante artiste. Parce que ensuite, quand on revient, c'est la fin d'après-midi. Belknap, c'est la vie familiale, les enfants, les vieux parents aussi, tout le monde vit ensemble. Eh bien, partage la table familiale et retrouve Sonia, SH, hippodrome. Alors, l'hippodrome, on va aller dans mon petit PDF, c'est-à-dire justement le petit document que je vous propose chaque jour. Et si je grossis, voilà une carte postale de l'hippodrome, un petit peu plus tôt, on est en 1907. C'est la plus grande et la plus belle salle de théâtre de New York. Salle de spectacle, attention, pas de théâtre, même si on est dans le quartier des théâtres. Alors, vous voyez, pourquoi c'est une architecture folle? J'ai déjà parlé de ce livre New York Daily, Delirious New York de Rem Koolhaas, qui raconte comment Manhattan a été investi par les entrepreneurs de Coney Island, qui font là, carré par carré des parcs d'attractions. Eh bien, ce monde qu'est l'hippodrome est conçu justement par un de ces entrepreneurs de Coney Island. Et quand je dis un monde, regardez cette tour avec cette espèce de coupole, il doit y avoir un panorama, évidemment il y a l'autre symétrique incroyable sur New York, ces galeries avec les hublots, c'est un escalier qui ressemble à celui de Beaubourg, là, qui descend le long de la paroi, là, je crois que c'est 47e rue, l'entrée de Prestige, les voitures qui vous déposent ici. Les voitures ont changé un petit peu, puisque là on est 1907, mais on a une énorme documentation sur l'hippodrome. Au milieu, une salle, tenez-vous bien, 5000 places. Et des dépendances qui font qu'on peut faire des spectacles avec des animaux, ce qui fait qu'il y a une ménagerie avec des éléphants. Plus en ce moment, parce qu'en 1922, oui, je me renseigne avant de faire ces vidéos, la ménagerie a été déménagée dans le Royal Theatre, dans le Bronx, parce qu'on ne pouvait plus dans l'évolution de Manhattan, et ça a permis de dégager de l'espace pour une deuxième salle, plus petite. Alors à l'intérieur, vous avez une piscine qui se lève avec des vérins, on peut multiplier même les spectacles aquatiques. On va essayer de diversifier, comme on dirait aujourd'hui, oui, en accueillant des opéras, mais ce n'a pas le prestige du Metropolitan Ballet Opera, là, sur la place des Arts plus haut. On va essayer aussi, dans la petite salle, d'installer du vaudeville. On va essayer de passer des films à grand spectacle dans cette immense salle, et rien de ça ne pourra marcher. Donc l'âge d'or, c'est justement 1910-1920. Et à partir de 1920, non, disons allez, juste après, puisque là, qui passe, qui est la vedette dans la salle de 5000 places? Eh bien, c'est Harry Houdini. Mais à partir de 1927-1929, il y aura la Grande Dépression. L'hippodrome ne s'en remettra jamais. Ce sera plutôt Broadway et toutes ces petites unités dispersées de spectacles qui sont déjà là, tous ces concurrents. Et la salle fermera en 1935, sera démolie en 1939, même si maintenant encore on appelle le corner, le Hippodrome Center. Un témoignage évanoui de New York. Mais rappelez-vous, hier, Lovecraft téléphone, il marque Houdini. Alors, c'est probablement pas Houdini lui-même, mais ses impresarios, ses agents, etc. Et il demande 2 places pour le spectacle d'Houdini. Ils les ont. C'est ce soir que lui et Sonia se rendent à l'hippodrome. Première surprise, ils sont très bien logés. Pourtant, c'est des billets gratuits. On les a mis là juste tout auprès de la scène. On est 1 heure avant et il y a un spectacle d'ouverture. Et dans le petit bout là du carnet, il y a écrit Toy Town. Ça m'est resté longtemps
obscur, Toyton, moi aussi parce que je cherchais pas forcément, bien c'est une sorte de ballet basé sur l'enfance, les miniatures, et ce ballet Toyton, c'est celui qui traditionnellement sert soit d'entracte, soit de première partie au grand spectacle de l'hippodrome. Donc ils sont là 1 heure avant le spectacle d'Houdini. Et qui vient s'asseoir à côté de Sonia et Lovecraft? Houdini lui-même. Alors là, encore une autre bifurcation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une édition un peu spéciale de notre journal, c'est-à-dire qu'à la vieille tante, tu diras « Ouais, ben Houdini nous a resservi les mêmes illusions qu'il nous faisait déjà à Providence en 1898 », c'est là qu'on apprend qu'en 1898, il avait probablement vu Houdini à Providence, il n'y a pas de raison de le mettre en cause, mais le lendemain, il revient chez son ami Belknap Long, qu'il appelle Sonny, mon gars, mon fiston, Sonny. Alors, je sais jamais quand je traduis s'il faut installer du tu, du vous. Gardez le vous là, pour aujourd'hui, peut-être on verra bien plus tard. Mais enfin, en tout cas, c'est évidemment la personne qui sera le plus proche de H.P. Lovecraft de toutes ces années, jusqu'à sa mort. Et là, à Belknap Long, ben, tout d'un coup, on va avoir le compte-rendu de cette conversation. Et pour Lovecraft, c'est bizarre, parce que voilà la grande vedette, là, qui vient s'asseoir dans le public, et il se met juste à côté de Lovecraft. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus, j'allais dire, volumineux que le petit musclé Rabelais Houdini. Et ce qui va frapper Lovecraft, c'est que, est-ce que Houdini, justement parce qu'il est dans la concentration d'avant-spectacle, etc., il dit, mais on le parle, on lui parle, on le regarde, et on a l'impression qu'il est toujours à côté de celui qui vous parle, qu'il est un petit peu en arrière de celui qui vous parle. Et Lovecraft est profondément dérangé par ça. Je vais revenir sur cette conversation. Alors le spectacle lui-même, ben, justement, à un moment donné, était une énorme citerne transparente, et Houdini attaché de partout, les mains, les pieds, on le balance dans le fond de la flotte. 5 minutes après, il réapparaît, il s'est libéré de tout, et justement, Houdini est propriétaire d'une éléphante. Elle s'appelle, allez, tous en chœur, l'éléphante de Houdini s'appelle Jenny. Et Jenny, qui est la vedette, là, pour remplir les 5300 places, je ne sais pas comment ils partagent les bénéfices et les billets d'entrée, eh bien, Houdini fait disparaître son éléphante. C'est un spectacle de légende. On a une photo. La photo, je crois bien que je l'ai mise. Évidemment, je l'ai retrouvée. Elle est là. Voilà, Houdini et son éléphante Jenny. C'est le clou du spectacle. Ensuite, eh ben, ils font quoi? Sonia, hippodrome. Ils ne mentionnent pas Houdini, hein. Toyton, il note, mais ça, il n'en reparlera pas non plus. Et puis, on va s'arrêter chez Drake pour un souper et retour à la maison. C'est pour ça que je vous dis lunch, dinner, supper. Eh ben, c'est la seule et unique fois. Et retour, nous, vous savez, c'était hier. On a des transcriptions du journal de 1925 et le mot ressemble, on voit écrit « Gufford ». Et moi, là, j'hésitais. Il y a une trace, je pense, quand j'ai fait ma petite impro, j'ai mis « Qui c'est ce Gufford » avec... Non. Et justement, parce qu'on est plein, là, maintenant, ça, je suis totalement, waouh, époustouflé là, par ce qui se passe avec et autour de ces vidéos, les messages que je reçois. Eh bien non, c'était pas Gufford, c'est un restaurant qui s'appelle Table d'Hôte, qui s'appelle Guffanti, et Guffanti est parfaitement documenté, et c'est parfaitement le genre de lieu où le Howard se retrouve avec Sonia. Donc j'ai corrigé le truc d'avant-hier, j'ai bien mis Guffanti au lieu de Gufford, super poignée de main, puisque maintenant on est toute une équipe d'enquêteurs, moi ça me booste comme pas possible. Et là, ce soir, on va dîner au Drake's. Mais là, le Drake's, aucun problème, vous voyez, c'est 42e rue, donc c'est juste à côté, là, du prestigieux hippodrome, Hitting Place of Rare Excellence, mais ça never closed, c'est ouvert en permanence.
elegantly furnished room apply. C'est-à-dire vous pouvez louer des cabinets particuliers. Il est bien précisé que Drake, ça reste populaire et bon marché, c'est son slogan. Je vous ai même mis la carte du menu. Alors, il n'y a pas ni de ravioli ni de spaghetti, aucune idée. Peut-être que Lovecraft a simplement pris, d'ailleurs, comme il fait souvent, un dessert, mais s'ils sont allés là, c'est que Sonia, elle, avait faim. Et voilà, là, le Drake, c'est une maison, là, elle qui est sur, je pense que là, au rez-de-chaussée, en général, c'est souvent comme ça à New York. Vous entrez, il y a les vestiaires, puis il y a l'escalier. Donc, il y a une première salle qui est là, et puis ensuite, il y a 3 étages. C'est pas comme le Goff Antique qui est plutôt au rez-de-chaussée. Voilà, mais vous voyez que ce boulot, on le fait, et moi, c'est ça qui est merveilleux. C'est à vous partez de ça, un petit mot, Supper, Drake's Home, et puis vous retrouvez le trajet de la marche à pied, tout ça. Alors, il y a quoi dans mon petit PDF, dans ce journal qui est évidemment pour moi l'objet principal? La vidéo, c'est juste un petit appui, mais les deux vont ensemble. Je le ferai aussi souvent que je pourrai. Eh bien, il y a cette visite-là à la Public Library, parce que toute son année à New York, c'est comme à Paris, on va à Beaubourg, quoi. En gros, seul ou avec Belknap Long, Lovecraft ira très souvent, et c'est là qu'il va lire, qu'il va découvrir des tas de livres, justement, parce que pas besoin de se les acheter. Même T.S. Eliot, qu'il n'aime pas, même Gertrude Stein, qu'il n'aime pas, mais il y aura Conrad qui va le là, par contre, ça va être une lecture importante pour lui. Et William Faulkner, ouais, il se passe quelque chose là. Et donc, cette mèche de cheveux de Keats, il y a un tout petit détail qui est adorable, c'est comme c'est une exposition de catalogue. Eh bien, Lovecraft, en tant que responsable des United Amateurs, et Belknap en tant que critique littéraire, c'est comme ça qu'il vit. Eh bien, ils obtiennent qu'on leur donne 2 catalogues gratuits. Victoire! Ensuite, donc, je vous raconte un petit peu ce que je viens de dire là sur notre cher hippodrome et l'article du jour du New York Times. Si vous voulez, on va tout de suite se balader quelques minutes dans le New York Times et je vous présente ce que j'ai mis en annexe. On revient. Alors, New York Times, on est donc le 15 janvier 1925. Les petits articles que j'ai pris, j'en ai pris plusieurs qui concernent la radio. Ceci, par exemple, les femmes utilisent la radio pour s'en prendre au métro. Quel titre étrange! Ben oui, mais la radio devient un organe d'expression. Il y a ces émissions où on peut prendre la parole. Et évidemment, quand vous voyez la hiérarchie de cette société blanche, de cette société de notables, quelque chose d'implacable, même pour les petits auteurs que sont Lovecraft et ses copains, eh bien, si à la radio tu trouves un autre espace, et vous voyez comme ça fait réfléchir, ces questions de transition, là où aujourd'hui les podcasts, etc. Eh bien, qui prend la parole à la radio? Eh bien, les femmes. Et à quoi elles s'en prennent? À la violence, à la dégradation, à la crasse du métro. Et le titre du New York Times, c'est pas de dire « Oh, le métro, c'est sale, oh, le métro, il y a insécurité, etc. etc. » Oh là, ils vont mettre bien longtemps pour ça. Non, ce sera de dire « Oh, des femmes utilisent la radio !» Et à quoi elles s'en prennent? À la crasse ou à l'insécurité? Non, elles s'en prennent au métro. Ce genre de choses, moi, c'est juste, vous voyez, c'est des petits indicateurs et tout ça. J'en ai plusieurs comme ça au passage. On avait parlé l'autre jour de la visite du grand-duc Boris, celui qui voudrait être tsar, mais les bolcheviks en ont décidé autrement. Voilà, il y a un truc, me dis donc, t'as vu ce qu'il fait, le duc? Qui c'est qui paye ça? C'est sur nos impôts. Ah, celui-ci, je vous ai recopié. Elevated, vous savez, les métros aériens. Ben, tout d'un coup, il est bloqué pendant 2 heures. Oh, bah, quand t'es parisien, ça te choque pas. Ah oui, mais les New-Yorkais, c'est ça aussi pour moi. C'est-à-dire, on s'en aperçoit pas. Tu prends le métro aérien, tu rentres chez toi. Ouais, mais tout d'un coup, t'as une panne. Tout d'un coup, ça s'arrête, et là, tu vois la vie coupée en tranches. Et c'est ça qu'on essaye de faire au jour le jour. Et là, on retrouve le contexte de Lovecraft. Je ne sais pas s'il y était, ce prix-là. Non, il en parlerait, sinon. Mais en tout cas, tout d'un coup, la ville de New York nous vient directement. Mais c'est toujours ces publicités pour la radio, ces publicités pour la publicité. Ah, j'avais pris celui-ci aussi, c'est trop beau. Le ténor vedette de l'opéra de Chicago, une admiratrice
justice l'a embrassé et publiquement la femme du ténor lui a mis une claque dans la figure. Mais ça c'est bien pour s'amuser, c'est pour que notre petit PDF ressemble à un vrai journal. Le bandit, vous savez, qui avait dévalisé le train de Long Island, évidemment le feuilleton continue. Le prix de l'essence qui monte de 2 cents. Et ce très curieux article, que vous trouverez donc en facsimilé copie du journal, est ma traduction. On est encore dans un théâtre, ça va bien avec l'hippodrome, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. 3 coups de feu provoquent la panique dans un théâtre chinois, au point le plus dramatique d'une pièce donnée la nuit dernière par 40 acteurs chinois dans l'ancien London Theatre de Bowery, près de Rivington Street. Donc vous savez que Bowery, on n'est pas exactement dans Chinatown, on est un tout petit peu plus haut, quoi, disons à 300, 400 mètres. Oui, mais simplement, c'est un spectacle chinois et tous les spectateurs sont chinois et quelqu'un, en plein milieu du spectacle, tire 3 coups de feu. Évidemment, rien d'autre. Donc, grosse panique, tout le monde fuit, tout le monde s'en va. On a, là, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, on a donc un pompier, Charles Greenby, qui est, il y a un pompier dans le théâtre, et puis un policier qui s'appelle John Sullivan. Et là, on se retrouve là, dans ces trucs, je suis en train de relire là, cette histoire qui est très déplaisante parce que raciste, la horreur à Red Hawk, où on trouve, là encore, tout le récit est fait du point de vue là d'un policier enquêteur. Eh bien, là, c'est ce côté concret, on est dans le réel, mais pour lire les fictions, on utilise, on projette, on reconstruit un réel. Mais quand on travaille sur le réel non-fiction, cette frontière, bien, elle appelle, c'est comme si on appelait de loin. Lovecraft, viens ici avec ton histoire. Et on la voit se reconstruire là, dans des fantômes dont on sait qu'ils sont aussi vrais que M. John Sullivan ou M. Charles Greenby. Times nous informe que les détectives qui prirent le relais, parce que c'est pas le policier du coin qui fait ce truc-là, disent être convaincus que ces coups de feu ont à voir avec la guerre des clans entre les Hipsing et les Honleong. Hipsing, Honleong, Hipsing, Honleong. Même si le théâtre est considéré comme un lieu neutre, guerre des gangs, on sait que des membres des 2 gangs ont financé le théâtre qui est à plus de 500 mètres au-dessus de la limite nord de Chinatown. Pas plus. Mais est-ce que vous vous souvenez, justement j'en reparle à cause de Houdini, de ce film incroyable de Alfred Hitchcock qui s'appelle Les 39 marches? Et il se passe quoi? Ça se passe où? La fin des 39 marches. On dirait que c'est exactement ici. Retour à nos histoires avec Houdini. Alors j'ai fait ça une première fois, 3 jours, on recommence. J'ai appelé ça Annexe. Alors Annexe, on se dégage du petit journal et on part dans des textes plus longs. En gros, j'aurais bien voulu faire autrement, mais pas possible. Alors, Frank Belknap Long, vous le voyez agir tous les jours, eh bien, il publie en 1975. Et vous voyez cette question-là. Lovecraft, il est mort en 1937. On a l'impression que c'est très très loin. Ben ouais, mais il avait 46 ans. Belknap Long publie, en gros, un livre de souvenirs sur H.P. Lovecraft. C'est publié chez Arkham House, donc le lieu alternatif là, qui rassemble tous les suiveurs de Lovecraft. Lui, il n'est pas un suiveur. Il était l'ami. Ils partent en vacances ensemble, où Lovecraft revient passer les réveillons de 1er janvier chez eux à New York. On a des photos reproduites comme on peut. Et le livre s'appelle A Dreamer of the Night Side, le rêveur des bords de la nuit. Et évidemment, c'est un des livres maintenant qui sert de témoignage. Belknap Long est extrêmement honnête. Il pose toujours. Alors, Sonia, dans son mémoire, dit que, un tel dit que, dans la lettre, on voit que, à moi, il m'a dit que, ou bien, à moi, de cet événement-là, il ne m'a pas parlé, mais cette honnêteté fait que Lovecraft, justement, est là, y compris dans ses réserves, y compris dans ses silences, y compris dans les visages différents qu'il offre pour chacun, et on n'a jamais l'impression qu'il triche, quoi. Et c'est le chapitre 9. Chapter 9, 4, 6, 8, 10 pages.
Et avant, tu dis, bon, écoutez, je vais raconter là, je vais ajouter ce que Belknap Long a dit. Par quoi? Il se passe ça? Il se passe quoi? Eh bien, il raconte le lendemain du spectacle à l'hippodrome ce que Lovecraft lui dit de sa conversation avec Houdini. Et plus je m'immergeais dans cette petite poignée de pages, alors quelque chose de factuel extrêmement important, c'est là-dessus qu'on va finir. Ce qui se passe entre Lovecraft et Houdini. Tout ça, j'en ai parlé. C'est-à-dire, on est au mois d'avril dernier. Weird Tales va apparaître justement le personnage qui dirige, qui s'appelle Hannah Berger, qui vit à Chicago, qui est en train de construire sa revue depuis Chicago, en même temps qu'il a un autre magazine qui s'appelle Detective Tales, et que pour lui, il s'agit de solidifier ça, d'en faire un groupe de presse avec ces deux fers de lance que seraient Weird Tales et Detective Tales, qui marche beaucoup mieux que Weird Tales. Et c'est Anne Berger qui, dans le besoin d'une signature forte pour lancer Weird Tales, obtient là de Houdini qu'il y ait une histoire. L'histoire s'appelle Imprisoned by Pharaohs, enfermé par les pharaons. Et Houdini donne là quelques lignes, c'est-à-dire qu'il construit une histoire qui est exactement comme un de ces trucs là qu'il fait à l'hippodrome. C'est-à-dire, il se retrouve, lui, enfermé. Il avait voulu visiter les pyramides, et là, les pharaons se vengent. Plus question de sortir. Et à partir de ces quelques idées, c'est Lovecraft qui va écrire l'histoire. L'écrire en entier. Simplement, là, ils ne se sont jamais vus. Alors on apprend aussi que donc Anne Berger avait dû s'entremettre pour organiser la rencontre. C'est-à-dire que Houdini est prévenu que les Lovecraft sont là, il vient s'asseoir, et là, il va remercier Lovecraft. Et Belknap Long dit il n'emploiera jamais le mot de ghostwriter. Vous savez, prête-plume, comme on dit aujourd'hui. On a utilisé un mot beaucoup plus désagréable bien longtemps. Mais pour Houdini, ouais, c'est lui qui a écrit l'histoire, parce que c'est lui qui a eu l'idée. Et il condescend à Lovecraft que les amplifications, les nuances qu'il a données, il a donné de l'intensité. Ça, il n'en revient pas, et il tenait à le remercier, à l'en remercier personnellement. Et cette discussion, bon, elle passe encore sur d'autres choses ensuite, mais ce qu'il apparaît, c'est que derrière, il y a Anne Berger. Et Anne Berger, ce qu'il veut, c'est ce dont il a besoin pour lancer Weird Tales, c'est de quelqu'un qui bosse dans les bureaux et qui se charge d'aller chercher les histoires, d'en suivre les révisions, les corrections, de fournir lui-même du matériau. Et donc, il cherche quelqu'un qui veuille bien devenir le responsable éditorial. Et ça nous donne un autre aspect de H.P. Lovecraft. On fait souvent, vous savez, du temps où on disait ouais, le reclus de Providence. Et Lovecraft, il a maintenant 7 ou 8 ans d'expérience avec une publication extrêmement lourde, extrêmement complexe, qui est le United Amateur, le numéro annuel de United Amateur, dont il exerce la responsabilité. Et ça, ce côté-là, je dirais qu'on a l'ensemble des articles, des contributions, des éditoriaux, bon, bien sûr, puis c'est de la littérature un peu grise, mais le boulot matériel derrière. Par exemple, c'est quand les traces du premier travail de Lovecraft éditeur? Eh bien, il a 12 ans. On a encore un petit prospectus. Lovecraft, à 12 ans, distribue dans les boutiques de son quartier des tout petits flyers où il est dit qu'il a une machine à écrire et qu'il veut bien rédiger les cartes de vœux et tout ça. Et ça, on ne peut pas séparer ça de Lovecraft. Alors imaginez, c'est formidable. On lui propose le boulot de directeur éditorial de cette toute jeune revue en train de se préparer. Et c'est au point que Anne Berger vient à New York, et c'est assez marrant parce que Lovecraft l'amène dîner chez Belknap Long, mais il n'a pas prévenu Belknap Long. Il dit « Je me suis permis d'amener Anne Berger, je lui ai dit qu'on mangerait chez toi. » Ça fait rien, tout ça. C'est bien. Et puis, de toute façon, Belknap Long va y trouver son compte, puisque, justement, Anne Berger, qui ne le connaît pas, va prendre une nouvelle fantastique de Belknap pour Weird Tales. Mais il faut aller à Chicago. Et
Et Lovecraft se bat, c'est-à-dire, mais je peux faire tout de New York. On peut faire ça par courrier, on peut faire ça par téléphone. Mais aller à Chicago, cette ville dont on dit, un de leurs copains dit que c'est le premier abattoir de cochons au monde, la ville des vents. Et il y a une discussion il dit, mais Lovecraft, il dit, mais il n'y a rien, c'est pas là. Vivre à Chicago dans cette... et Long Belknap lui dit, mais va au moins y voir, prends 3 jours. Il dit ces architectures froides qui ne ressemblent à rien. Et justement, vous savez bien que Chicago, c'est tout le contraire. Non, il y a cette espèce de repli, de refus. Ça dure 3-4 jours, et Lovecraft, finalement, va dire non. Dire non à la direction éditoriale de Weird Tales, c'est à la fois se donner la possibilité de devenir l'auteur Lovecraft, parce qu'il ne sera pas éditeur, il sera auteur. Mais c'est se condamner donc à cette précarité, et cette précarité, c'est celle qui l'emportera avec ce cancer 10 ans plus tard. Alors cette discussion sur ce thème-là, qui naît de la conversation avec Houdini qui vient s'asseoir juste à côté des Lovecraft avant le spectacle dans cette immense salle de 5000 personnes, la plus prestigieuse de New York, pendant qu'il y a cette espèce de ballet là, avec des jouets et des trucs d'enfance. Ben, je me suis dit... allez, on l'ajoute au dossier. Alors mon PDF, il est plus long que les autres jours. Non, il y a les photos, les pubs habituelles, ça va. Et c'est simplement que ce chapitre 9 de Frank Belknap Long, inédit en France, évidemment, c'est même pas évident de le trouver en version anglaise, eh bien, en voici une version française pour cette conversation totalement hallucinante de Lovecraft et de Houdini, dont c'est la première, je pense, la seule rencontre, et surtout cet événement considérable dans son histoire, autant personnelle que professionnelle, c'est le fait que si Anne Berger a voulu cette rencontre avec Houdini, c'est que il y a cette proposition de poste qui suppose un déménagement à Chicago, et que pour Lovecraft, sacré cas de conscience, qu'il va trancher, et ça va déterminer et sa vie et sa mort. Ça va déterminer aussi cette poignée d'œuvres qu'il nous lègue. Et rien que pour ça, ce chapitre 9 de Belknap Long, lisez-le, le lisez pas, pour moi, c'est indispensable. Vous savez, la cathédrale Notre-Dame de Paris, Walter Benjamin, il s'étonne là, dans le Passagenwerk, il y a des sculptures extrêmement compliquées sur la toiture qui sont placées en de tels endroits que personne ne peut les voir. Mais pour moi, ce chapitre 9, là, avec ce compte-rendu de conversation, Chicago, Chicago, je l'entends encore me dire, pensez ce qu'un seul mois dans cette affreuse métropole ferait au vieux monsieur Sandburg, quand il appelle Chicago Hogbutcher for the world, l'abattoir à cochons du monde entier. Il pense faire un compliment à sa ville. Ah ben c'est cohérent pour un poète urbain, décadent. Il n'aurait pas la moindre idée de ce que je ressentirais si je m'approchais à moins de 50 pâtés de maison de ces parcs à bestiaux. Déjà, le marché aux poissons de Fulton Street, déjà ça sent assez mauvais. Et en ce qui concerne l'architecture, on peut être tout aussi scandalisé par ce goût de la nouveauté, mais dépouillé de toute signification esthétique. Chicago, c'est une ville nue, morne, hideuse. Belknap Long, ça m'aurait servi à rien de lui rappeler qu'il aurait été bon qu'il aille vérifier cela par lui-même. Et il y a peut-être des choses que vous aimeriez à Chicago. Il suffirait que vous vous y rendiez pour une brève visite. Ça ne vous coûterait pas grand-chose d'essayer. Vous pourriez être de retour en 3 ou 4 jours. La rédaction de ce genre de magazine, ça vous permettrait de doubler le nombre de ses lecteurs le plus exigeants. Vous pourriez en transformer le contenu, en faire un magazine qui serait pris beaucoup plus au sérieux. Cela vous soulagerait de la pression financière que vous subissez. Si Anne Berger me l'avait proposé à moi, la rédaction, mais je serai à Chicago la semaine prochaine, j'ai répondu. On pourrait peut-être le persuader que c'est une excellente idée, dit Howard, mais si je le faisais, quelles en seraient les conséquences ? Anne Berger ne vous proposerait pas cela à la légère, j'ai dit, avant qu'il ne puisse continuer. Non seulement je suis trop jeune,
Mais mes histoires l'impressionneraient beaucoup moins. Sous-entendu, pas ce boulot qui m'intéresse, mais surtout, il me considérera comme l'employé, et puis fini, moi, de publier mes histoires. Mais je ne dirais pas que vous êtes trop jeune. Éditer un magazine de pulp, et vous avez une opinion beaucoup trop modeste de votre travail. Si je lui en montrais seulement 2 ou 3 de vos histoires, je doute qu'il faille exercer la faible capacité d'éloquence d'un vieux monsieur pour le convaincre que vous feriez un excellent rédacteur en chef. Mais je pensais à quelque chose de différent, toujours Belknap Long. Je suppose que vous pourriez aussi bien me le dire, dit Lovecraft. Vous seriez vraiment passionné, vous feriez toutes sortes de plans, mais tels que je vous connais, vous ne les mettriez pas à exécution. Je vous connais mais trop bien. Vous êtes aussi capable que moi de faire une valise, de monter dans un train, de vous loger dans une colocation même lugubre de Chicago, mais vous êtes trop attaché à votre famille. Vous aimez trop cette métropole décadente. Vous aimez trop New York, nos randonnées dans le village, ou l'American Museum, la Public Library. Et les panoramas de votre Nouvelle-Angleterre et les survivances historiques qui devraient être une partie impérissable de votre patrimoine, aujourd'hui vous semblent d'un intérêt bien moins considérable. Une semaine plus tard, Howard et Anne Berger sonnèrent à ma porte. Howard me le présenta, me dit à voix basse qu'il avait pris la liberté de l'inviter à dîner. Anne Berger était aussi différent de Howard que peuvent être 2 personnes de taille et de couleur de cheveux à peu près identiques. Il parlait doucement, avait le côté cultivé de quelqu'un qui a beaucoup lu, mais le gardait presque entièrement sous silence. Et la conversation avait tourné autour de l'importance, d'au moins tripler la diffusion de Weird Tales, d'en faire la première pierre d'un empire éditorial qui éclipserait celui de McFadden. En 4 ou 5 ans, il a perdu une fortune en essayant de faire cela. Voilà, petit extrait de ces conversations rapportées par Belknap Long, Frank Swaney, en 1975. Merci d'être là, tous, et merci à toutes celles et ceux-là qui soutiennent. Et simplement, en recevant ce petit PDF et le boulot qu'il y a dedans, et en plus, celles et ceux qui, maintenant, me corrigent. Les petites coquilles contribuent, ou me disent, tiens, va voir ce lien là, tu vas en trouver là. Tiens, regarde cette photo là. Et là, ça y est, on y est dans le truc.